0 tacle réussi, une majorité écrasante de duels au sol perdus, 3 fautes commises. Ça commence fort. Ouais, carrément. Si on s'arrête juste à ces 3 indicateurs, on dresse le portrait robot d'un joueur en plein naufrage, quoi. Un joueur complètement dépassé par le rythme de la rencontre, en effet. Exactement. Pourtant, ce même joueur termine la partie avec une note globale super flatteuse de 7,6. Et en fait, il se révèle être l'architecte principal d'une victoire cruciale. C'est tout le paradoxe de ce match. Bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on se plonge dans un document de données sportives à l'état brut. La fameuse feuille de match statistique. C'est ça. Celle d'Ousmane Diao, l'international sénégalais, lors d'une confrontation vraiment âpre en Europa League. Une performance qui mérite qu'on s'y attarde, franchement. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre cette asymétrie totale entre des chiffres qui, à première vue, pointent vers une grosse contre-performance défensive et l'impact réel, viscéral même, de ce joueur sur le terrain. Parce que les chiffres ne disent pas toujours tout, ou du moins, il faut savoir les lire. Bon, décortiquons tout ça. Le cadre de notre analyse, c'est une victoire arrachée 1-0 par l'équipe danoise de Midtjylland. Et à l'extérieur, en plus. Ouais, dans l'enfer du City Ground, contre Nottingham Forest. Ce qui rend ce simple tableau Excel si captivant, c'est la façon dont il nous oblige à lire entre les lignes. Pour reconstituer toute la dramaturgie du match. Voilà, la tension physique et psychologique d'un combat de 90 minutes. Je suis vraiment fasciné par ça. Et c'est toute la subtilité de la lecture de données modernes, en fait. Une note de 7,6 calculée par un algorithme, ce n'est jamais une simple moyenne arithmétique de bonnes et de mauvaises actions. C'est pas juste un bulletin de notes, quoi. Non, c'est la cartographie d'une influence. Ce qui se joue dans un match de ce niveau, surtout sur la scène européenne face à une équipe de Première Ligue, c'est la gestion des temps faibles et l'optimisation des temps forts. Ouais, c'est un équilibre permanent. Exactement. Lire cette feuille de statistiques, ce n'est pas faire de la comptabilité, c'est de l'archéologie tactique. Chaque passe avortée, chaque duel aérien remporté, chaque faute... Laisse une empreinte. C'est ça. Ça nous renseigne sur la physionomie de la rencontre, sur la hauteur du bloc équipe et sur l'intensité du pressing adverse. Je suis vraiment convaincu que c'est la crésie de la vraie analyse. Et pour ne pas se noyer tout de suite dans cet océan de microstatistiques, je pense qu'il faut d'abord fixer notre regard sur le point culminant de cette archive. Le moment de bascule. Ouais, le moment de rupture qui donne tout son sens à cette note de 7,6. Il faut se projeter à la 80e minute de jeu. On est en toute fin de match. Ousmane Diao a disputé l'intégralité de la rencontre, l'horloge tourne, le tableau d'affichage reste figé sur un score nul, 0-0, la tension est palpable. Les organismes sont fatigués en plus. Et c'est à cet instant précis que Diao trouve une ligne de passe complètement indécelable. Il délivre l'unique passe décisive du match pour le but de Jo Ge-sung. Un coup de génie. 1-0, match plié. Et la ligne de statistiques qui saute aux yeux ici, c'est qu'il s'agit de la seule et unique occasion franche créée par Diao durant tout le match. C'est quand même fou quand on y pense. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Franchement, on a l'impression d'assister à la dynamique d'un grand jury. Comment ça ? On a ce membre qui reste silencieux pendant des heures de délibération super intenses. Il encaisse les arguments des autres, et puis au moment où la salle suffoque d'épuisement, il prend la parole. Ah, je vois l'idée. Il formule l'argument irréfutable qui clôture tous les débats. La question qui se pose, face à cette donnée isolée, c'est la mécanique de cette lucidité. Oui, comment rester concentré après tout cet effort ? Comment le cerveau parvient-il à cartographier l'espace et à ordonner une exécution technique parfaite quand le corps a déjà enduré 80 minutes de haute intensité ? Ce qui est fascinant ici, c'est justement la physiologie de l'instant décisif. Si on replonge dans l'écosystème de cette 90e minute, Ouais, on s'y met. un match nul à l'extérieur en Coupe d'Europe, ça engendre une charge cognitive massive. À ce stade de la partie, l'accumulation de l'acide lactique dans les muscles modifie littéralement la biomécanique du joueur. Le corps ne répond plus de la même façon. C'est ça, la vision périphérique a tendance à se réduire, le temps de réaction aux stimuli visuels s'allonge de quelques millisecondes qui sont cruciales. Et le public du City Ground qui pousse derrière. Absolument. La structure du match devient complètement chaotique, donc délivrer une passe qui casse les lignes à ce moment précis, ça ne relève pas seulement du talent technique. C'est mental du coup. Oui, ça témoigne d'une résistance neurologique à la fatigue. L'algorithme qui lui attribue un 7,6 valorise énormément cette rareté. Donc une seule occasion créée, ça suffit. Créer une seule occasion franche pourrait sembler insuffisant pour un meneur de jeu dans un match très ouvert. Mais là, dans un match verrouillé, cette unique occurrence devient la métrique de la victoire. L'impact prime donc de manière écrasante sur le volume en fait.
C'est une logique d'optimisation extrême. Tout à fait. Il a optimisé son effort. Il n'a pas dilapidé son énergie à tenter 15 ouvertures impossibles dans le dos de la défense anglaise plus tôt dans le match. Il a été patient. Il a attendu l'infime fraction de seconde où le bloc de Nottingham Forest, qui était peut-être lui aussi victime de cette même fatigue cognitive dont tu viens de parler, a perdu sa compacité. Une micro-fissure. Ouais, un demi-mètre entre un défenseur central et son latéral, et la sanction est immédiate. Le concept clé ici, c'est vraiment la valeur ajoutée de l'action par rapport à son contexte temporel. Le football moderne s'appuie beaucoup sur la statistique des expected threats. La menace attendue, c'est ça. Oui, une passe dans le dernier tiers à la 15e minute n'a absolument pas la même pondération qu'une passe similaire à la 80e. Parce que les espaces sont plus rares. Exactement, et la pression est maximale. La note de Giao synthétise cette capacité à transcender le marasme ambiant pour exécuter le geste juste, pile au moment où la probabilité de réussite est statistiquement la plus basse pour tous les acteurs sur le terrain. Le timing comme arme absolue. Mais bon, pour qu'il puisse armer cette passe décisive, encore faut-il qu'il ait eu la maîtrise du ballon tout au long de la rencontre. C'est la base, oui. Il faut passer au crible son jeu de distribution. C'est nécessaire pour comprendre s'il a été le métronome de cette équipe pendant 90 minutes ou si ce trait de génie masque un match fantomatique avec le ballon. Allons regarder les chiffres de passe alors. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Les données globales affichent 64 touches de balle. C'est un volume tout à fait correct. Sur ses possessions, il tente 49 passes et en réussit 39, soit un taux de complétion de 80%. C'est propre. Jusqu'ici, on a l'image d'un joueur fiable qui assure bien la circulation. Mais la radiographie devient fascinante lorsqu'on segmente ses passes par zone et par typologie. La segmentation spatiale des données, c'est effectivement le seul moyen de comprendre la topographie tactique de la rencontre. Les pourcentages globaux ont cette fâcheuse tendance à un peu lisser la réalité. Ah oui, et la réalité de cette feuille de match révèle un contraste saisissant. C'est presque schizophrénique en fait. Ah bon? À quel niveau? D'un côté, une rentabilité maximale sur les centres. Il fait une seule tentative et elle est parfaitement réussie. 100% d'efficacité. D'accord, très clinique. Mais de l'autre côté, le spectre s'assombrit dramatiquement sur le jeu long. Il a seulement 3 passes longues réussies sur 9 tentatives. Ah oui, ça fait chuter la moyenne. Hein. Ça fait plonger son taux de réussite à 33% dans cet exercice. Et pire encore, lorsqu'on analyse son influence dans le dernier tiers du terrain, la fameuse zone de vérité. Les choses se compliquent. Hein. La métrique chute à 3 passes réussies sur 7, soit un maigre 43%. Du coup, la question n'est plus de savoir s'il sait faire une passe, mais de comprendre ce que cette asymétrie nous dit de l'opposition. C'est une excellente lecture. Est-ce que c'est le symptôme d'un joueur conservateur qui gonfle ses stats avec des passes latérales inoffensives dans son propre camp, tout en paniquant dès qu'il faut jouer vers l'avant? Si l'on relie cela à la situation globale, l'interprétation la plus solide pointe directement vers l'architecture défensive de Nottingham Forest. C'est-à-dire? C'est 64 touches de balle pour un milieu ou défenseur central dans un match à l'extérieur. Ça indique une équipe de Midtjylland qui a refusé de subir passivement. Ils ont cherché à construire le jeu. Voilà, les 80% de réussite globale montrent que Giao a assumé son rôle de rampe de lancement dans les zones de préparation. Il a géré le tempo, permettant à son bloc de remonter. De respirer un peu, quoi. Exactement. Mais les statistiques en chute libre dans le jeu long et dans le dernier tiers, ce sont les symptômes cliniques d'un adversaire regroupé en bloc bas. La fameuse équation de l'espace-temps qui se réduit à l'approche de la surface de réparation. C'est tout à fait ça. La géométrie du terrain change drastiquement face à une défense anglaise regroupée. Quand 8 joueurs adverses coulissent parfaitement à 30 mètres de leur but, la profondeur disparaît. Il n'y a plus d'espace. Les lignes de passe qui mesurent d'ordinaire 2 mètres de large se réduisent à quelques dizaines de centimètres. Les 33% de réussite sur les passes longues ne traduisent pas une défaillance technique soudaine. C'est pas qu'il a perdu son football alors? Non, c'est plutôt la tentative répétée et nécessaire de forcer un verrou tactique extrêmement solide. Il a dû prendre des risques géométriques majeurs pour tenter de déséquilibrer un bloc qui refusait de s'ouvrir. Ouais, le déchet technique de 43% dans le dernier tiers, c'est juste une conséquence mathématique de la densité de joueurs au mètre carré en fait. Lumière, la statistique du centre unique. Loin de céder à la frustration d'un bloc imperméable, il n'a pas multiplié les longs ballons désespérés dans la surface. Il n'a pas joué à la loterie. Exact. Un centre tenté, un centre réussi. Ça montre une discipline de fer. Il a su faire circuler le ballon de manière un peu stérile mais sécurisée. En attendant le bon moment. Tout en sachant que la seule occasion d'utiliser les couloirs efficacement se présenterait s'il attendait l'ouverture d'un angle de passe parfait, complètement débarrassé de l'opposition directe. La retenue est souvent la qualité la plus sous-évaluée dans l'analyse de données. C'est clair. Savoir ne pas faire une action a autant d'impact sur le contrôle d'un match que l'action elle-même.
Son jeu de passe reflète un vrai combat d'usure. Il a fatigué l'adversaire. Il a sondé la défense par des transmissions longues, complexes. Il a accepté le déchet inhérent à cette prise de risque, tout en conservant la lucidité clinique d'exploiter la seule véritable opportunité. Que ce soit sur ce centre unique ou bien sûr sur la fameuse passe décisive de la 90e minute. Absolument. Cette théorie de l'usure, ça m'amène naturellement à observer l'autre face de la médaille, parce que survivre pendant 90 minutes sur le sol anglais sans encaisser de but, ça nécessite autre chose que de la patience avec le ballon. Et il faut savoir défendre, oui. Ça nécessite de la résistance pure, une capacité à encaisser les chocs. Et c'est en examinant le versant défensif de cette feuille de match que le paradoxe atteint son paroxysme. Les fameux chiffres du début de l'épisode. L'action est rarement beau à voir sous le prisme des pourcentages stricts. Le terme de destruction me semble super approprié parce que c'est lui qui semble avoir été détruit dans les duels. Là, analysons les métriques qui fâchent. Allons-y. Aucun tacle réussi sur ces 2 tentatives. Un taux de réussite alarmant au sol, avec seulement 2 duels remportés sur 6. Et à cela s'ajoutent 3 fautes commises. C'est un bilan qui pique les yeux. Si on retire le contexte pour ne garder que la data pure, l'image mentale projetée, c'est celle d'une zone de carambolage. On visualise un joueur en retard sur ses interventions, facilement éliminé en 1 contre 1. Contraint de faire des fautes pour compenser. Ouais, contraint d'avoir recours à l'irrégularité pour pallier son déficit de vitesse ou de placement. C'est l'antithèse de la maîtrise défensive. Je reprendrai bien l'analogie de la voiture, tiens. Je vous écoute. Si la défense de Midtjylland est une voiture, ces chiffres donnent l'impression que Diao a joué le rôle de la zone de déformation.